bienvenue sur la télé Lilou. Je suis au Salon Zen avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lilou. Comédienne. Tu as l'habitude des caméras, on se fait ça comme ça en toute intimité. Bon, il y a pas mal de gens autour de nous. Il y en a 3 quand même de caméras. Il y en a 3. Il y a beaucoup de monde, ouais. Ah, merci. Donc tu es comédienne et auteure maintenant, autrice, on peut dire. Autrice, ouais. Aux éditions Animae, Le Papillon d'Or. Et je me réjouis de faire cette interview avec toi sur l'invisible, sur le monde invisible. Ouais. Merci de me recevoir, Lilou. C'est génial, avec joie. Tu nous viens de Londres, là. Ouais. Pourtant, tu es belge. Pourtant, je suis belge. Ouais. Je viens de Londres. Et on est à Paris. C'est chelou. Mais on va aller dans des sujets encore plus subtils. Et je me réjouis de ça parce que en 2018, c'est ça ? Tu as perdu ton frère Maxime. Et ça a été le début pour toi d'un chemin spirituel, on va dire d'une quête, quelque chose qui s'est ouvert, ouais, une envie de comprendre aussi ce qui se passe, parce que tu recevais des messages. Exact. Et ça devait être assez troublant, non ? Comment tu as vécu cette étape de vie ? Mais alors ce qui est drôle, j'aime bien noter ça, c'est que j'étais quand même très toquée avant le départ de mon frère, des vrais tocs, je souffrais de ça, parce que j'avais toujours peur que quelqu'un meure dans mes proches ou même moi. J'étais vraiment obsédée par la mort, très effrayée, très jeune. Et donc j'avais créé des sortes de tocs pour conjurer la mort et que ça n'atteigne pas notre famille. Donc, quand ça ressemblait à quoi je pouvais, la lumière, tu sais, aller toucher un truc là-bas. Dès que la pensée de mort était dans ton esprit, Oui, il fallait vraiment que je traverse, tu sais, les lignes blanches, il fallait que je touche que les blancs. Voilà. Il y a plein de gens qui sont toqués et c'est souvent on peut faire le lien par rapport d'ailleurs à la peur de la mort ou à la peur de l'échec. C'est aussi intéressant comme sujet. Mais donc quand mon frère est décédé, évidemment ça a été un tsunami, mais ce qui a été très très particulier, c'est que donc j'étais en travail avec un psychologue par rapport à cette peur de la mort quelques semaines encore avant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en tournage dans le sud de la France. Et à 19h, j'ai une espèce de crise d'angoisse. C'est même pas une crise d'angoisse, c'est vraiment un truc dans les tripes, tu vois, qui fait que je suffoque, que je n'arrive plus à respirer et que j'ai envie de mourir, littéralement, mais vraiment mourir. Je regardais par la fenêtre et je me dis je vais sauter, quoi. Je vais sauter par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment un truc très très puissant. Et puis j'ai repris assez vite mes esprits et je me suis dit ça devait être la pire crise d'angoisse que j'ai jamais eue de ma vie. Et la soirée continue. Le soir, je me mets au lit. On devait tourner le lendemain matin. J'allume la lumière. Tournage de film. Tournage d'un film, ouais. J'allume la lumière. Je me dis, ok, il y a quelqu'un dans ma chambre, quoi. Et je me souviens avoir dit, ok, c'est bon, je veux bien travailler avec la mort. Comme j'étais déjà en train de... Parce que le psy m'avait dit un truc horrible, il m'avait dit, ah, mais la mort, c'est ta meilleure amie, puisque tu y penses tout le temps. Et j'étais, mais vous êtes fous de me dire ça. La mort, c'est pas du tout ma meilleure amie. Et je dis cette phrase, je me souviens avoir dit cette phrase, ok, c'est bon, j'accepte ce destin par rapport à la mort, en tout cas. Sans savoir que mon frère s'était en fait tué à la même heure, quelques heures plus tôt. Et j'apprends le lendemain matin qu'il avait décidé de mettre fin à ses jours à ce moment-là. Et ça a été le début de ma quête, ça a été comment est-ce qu'on peut sentir, on n'était pas jumeaux, comment est-ce qu'on peut sentir à ce point le départ de quelqu'un ? Parce que vous étiez quand même super proches. On était très proches, très très proches. Mais quand même, c'était très très surprenant. Et tu connaissais son mal-être ? J'étais très étonnée, mais pas surprise. Je ne sais pas si c'est pourtant deux mots qui se ressemblent, mais c'est-à-dire que je savais mon frère était quelqu'un de très particulier. Il avait depuis tout petit des visions. Ouais. Il entendait des personnes décédées qui venaient le voir. Il faisait de l'écriture automatique. Il avait des choses. Il sortait de son corps, mais ça me touche beaucoup d'en parler parce que ce sont des gens qu'on traite de schizophrènes, souvent. Ce n'était pas du tout le cas de mon frère. Ouais. Un vrai don, tu dirais ? Un vrai don. Moi, il m'a dit, un peu avant de mourir, il m'a dit « Ah, tout le monde va être masqué dans peu de temps, il y aura une pandémie. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et quelques mois après, il y avait le Covid. Mais après, c'est un exemple parmi d'autres. Il t'avait donné des signes qu'il allait vouloir ne plus être des nôtres ? En fait, il m'avait dit... Enfin, dans cette forme, en tout cas. En fait, il m'avait dit, quand il sortait de son corps, moi, j'arrêtais pas de lui dire, Max, t'as une vie à vivre ici, ancre-toi, tu peux avoir toutes ces expériences, mais il faut de l'ancrage pour pouvoir vivre ça. Et c'était un peu le problème de mon frère. Et donc, il me disait, oui, mais Steph, je vais dans des mondes tellement beaux que... Ah oui.
que je n'ai pas de mots pour les décrire. Ouais. Et j'étais là, mais Et j'ai envie d'y retourner. oui, mais c'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, mais alors, pourquoi tu vas finir par vouloir rester dans ces mondes? Et là, il n'avait pas répondu. Et quelques semaines après, il m'a dit, il ne faudra pas s'inquiéter pour moi quand je serai mort. Ah oui. Et là, moi, évidemment, toujours obsédée par moi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Mais arrête, allez, Max, tu vas pas mourir maintenant quand même. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis ça? Très stressée par cette phrase. Mais en même temps, je l'ai retenue, elle m'a fait beaucoup de bien quand même. Ouais. Son mot, j'ai eu la chance, on a eu un mot, la famille magnifique, d'un départ. C'est un départ particulier. Souvent, le suicide est un acte de désespoir. Chez mon frère, c'était pas ça, pas tout à fait ça. Et tu le comprends mieux maintenant parce que tu dis que tu es en communication depuis avec lui. Oui, j'ai été. Maintenant, Et que ça plus. a ouvert ce lien à Ça a ouvert l'invisible et pendant très longtemps après son décès, Ouais, tu étais très encore longtemps. en lien. Je me suis dit, en fait, tu viens folle. Parce que en fait, dès qu'on m'a annoncé qu'il était mort, quelques minutes après, j'avais l'impression qu'il était juste à côté de moi, mais vraiment juste à côté de moi et qu'il jubilait dans son nouvel Ouais. état. Et ce qui est étonnant, parce que souvent on dit que les défunts passent un passage avant Exact. de pouvoir vraiment se représenter et communiquer avec nous. Exact. Alors que toi, c'est immédiat C'était et tout de suite. Mais ongoing, comme on dit. Ouais, et c'était tout de suite et je me suis dit, mais en fait, c'est trop dur, le choc est trop douloureux, tu vas tomber, tu vas réaliser qu'en fait, tu deviens folle parce que c'est un choc. Sauf que non, ça a été le début d'une communication qui a été très loin. Et étant quelqu'un de plutôt rationnel avec les pieds sur terre, bon, je savais que mon frère, il n'allait pas nous abandonner. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour. Mon frère nous aime, ma mère et moi, énormément et il nous l'a montré. Et je pense que beaucoup de personnes qui partent de l'autre côté ont envie de témoigner de l'amour auprès des... Non mais c'est hyper important. Et il témoignait tout de suite, directement, parce que le suicide, quelque part, certaines personnes le voient comme un acte de fuite. Ça m'a fait peur. C'est ça, ça m'a fait peur. Même un la acte de religion fuite catholique est très dure avec ça, Ouais, avec voilà. le suicide. Et Ouais, qu'ensuite, il y a un bas astral par lesquels il passe avant d'arriver, d'être dans un état plus d'amour et de transmission de l'amour même. C'est vrai. Il y a eu des moments, je pense, qu'il a vécu qui n'étaient pas évidents, parce que moi, pas une seule fois, je prône le suicide dans ce livre. Au contraire, c'est un acte que je déplore. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont des envies de suicide. Et ça vient souvent, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée avec mon frère dans les interviews que j'ai faites, c'est que c'est un peu cette quête de vérité. On est quand même dans un monde qui est bâti sur le mensonge. Et il y a aussi dans le suicide cette quête de vérité, de stop. Et donc ça me touche énormément parce qu'en fait il y a beaucoup de jeunes qui sont et moins jeunes qui ont ces idées-là. Je trouve ça normal d'y penser, mais je trouve ça pas normal de passer à l'acte. Je sais pas si c'est choquant ce que je dis. Et pour toi la raison alors, en tout cas pour ton frère, c'était? Mon frère, donc qu'il y ait pensé, je comprends, mais évidemment que je déplore cet acte mais je pense qu'il a été trop curieux. Ah, curieux. Il a été trop curieux. Il vivait des expériences qui sont trop extraordinaires et qui ne sont pas reconnues dans la société dans laquelle on vit. Il serait né ailleurs, dans une autre culture, probablement que ça se serait passé différemment. Mais ici, en tout cas, c'est difficile de parler de ce genre de choses. Et donc... Mais c'est bien que tu l'amènes, justement. Oui, après, moi, je suis c'est pas... ton vécu, ensuite. Après, c'est mon vécu. Oui. Je ne suis pas mon frère, mais ce qui est fantastique, c'est tout l'héritage qu'il m'a laissé, qu'il nous a laissé en fait avec ma mère et avec tous ceux qui liront le livre, c'est toute cette quête de vérité, c'est pour ça qu'il va dans plein de sujets ce livre, c'est parce que c'est impossible de parler de la mort sans parler de l'Égypte, sans parler de l'alchimie, sans parler de l'espace-temps, sans passer de la philosophie, de la science. Donc c'est tous des chapitres que j'aborde. Bien sûr. Mais c'est intéressant ce dialogue et même tu nous expliques comment dialoguer justement et comment on peut dialoguer avec les défunts. Donc là c'est particulier parce que c'est ton frère. Ouais. Donc comment s'est passé cet échange-là? Et comment tu savais que c'était lui et que... Alors c'est toujours hyper délicat parce que dès que tu commences à mettre des mots, tu vois, parce qu'on me demandait est-ce que tu entends sa voix et tout ça, et dès que tu commences à mettre des mots pour expliquer le ressenti, ça perd déjà de sa beauté. Ouais. Mais comme beaucoup de choses. Oui. Et moi, j'ai perdu mon père 1 an après, ça n'a pas du tout été la même manière de communiquer. Pas du tout. Donc, il faut aussi savoir qu'une mort n'est pas l'autre. Oui, voilà, une mort n'est pas l'autre et un départ n'est pas l'autre. Et puis, il y a des gens qui prennent plus de temps. Il faut aussi être prêt à recevoir des signes. Il
on peut avoir peur de ça. Moi, Bien j'étais sûr. effrayée par ça Mais bien sûr. au début. Mais franchement, quand mon frère petit, je savais qu'il y avait des personnes invisibles, enfin qu'il était connecté à l'invisible, j'étais effrayée sur la couette. Surtout, ne venez pas me voir, quoi. Mais genre, j'aurais pu mettre des gousses d'ail partout, genre des crocs. J'étais effrayée. Et donc, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que je pense que la communication, c'est dans les deux sens. Ça veut dire qu'on peut avoir peur et du coup réfréner ce genre d'expérience. Parce que plus j'en ai parlé, plus je me rends compte que c'est pas tant extraordinaire ce que j'ai vécu. Il y a plein de gens qui vivent des synchronicités incroyables, qui ont des signes, qui ont des apparitions, qui ont des communications, qui ont des visions. Et donc, c'est juste que c'est encore un peu tabou. Mais toi, t'en as fait quoi quand c'est arrivé quand même? C'était un peu Moi, difficile. premier réflexe, ça a été, il faut que je suis quand même rationnelle, il faut que j'aille voir des gens, les spécialistes de la mort dans leur domaine, et que j'aille en exploration de ça. Demander, Donc, enquêter, poser des questions. Voilà, il fallait que j'enquête. Est-ce que je suis folle? Directement. Combien de temps après? Très vite. Ça a duré 6 ans, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. Et là, tu es partie dans quelle direction? Comment tu as choisi d'aller? La physique quantique m'a intéressée en premier. Alors, c'est un mot, toujours quand tu dis physique quantique, tu es déjà perdu juste en disant physique quantique. Mais il y a aussi Didier Van Coelhart que j'ai rencontré assez vite parce que ses livres m'ont fait du bien. Stéphane Alix, il avait un parcours un peu similaire. Jean-Yves Leloup. Mais c'est pour ça que Thomas me vient aussi, parce que Stéphane Alix, c'est voilà. Thomas, son frère Thomas, qui l'a perdu. Exact. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait fait une première prise avec Thomas. Avec Thomas. Alors que c'est Maxime, ton frère. Maxime, ouais. Et donc j'ai rencontré vraiment des gens incroyables, chacun dans leur diva, des médecins, des physiciens. Ce qui t'a le plus marqué dans justement ces recherches, ces rencontres, ces interviews, les informations, là où ça t'a apaisé, où ça. J'ai eu des moments. En plus, j'étais enceinte pendant pendant beaucoup d'entretiens, et j'avais des moments de grâce sur moments de grâce. Avec Jean-Yves Leloup, par exemple, c'est un homme fantastique. Si je devais donner un visage au Christ, ce serait le sien. Wow. Il est incroyable. C'est un sage, donc c'est très rare de rencontrer des personnes comme ça. Ils sont que dans la bonté, dans l'amour. C'est très très surprenant. Et lui a tenté de mettre fin à ses jours quand il avait 19 ans, et il a connu, il est mort et il est revenu à la vie. Ouais. Et donc sa quête après n'a été plus que de retrouver cet espace en fait d'amour. Bien sûr. Et il dit, j'ai voulu faire ça parce que j'avais besoin de savoir. Il y avait cette quête de vérité. Ça a été une grande révélation. Jean-Philippe de Tonac aussi. Il a été assez extraordinaire dans les mots. J'ai aussi eu des révélations pendant que je l'ai enregistré, parce que j'en ai fait des podcasts d'abord. Avant de faire le livre, j'ai d'abord fait des podcasts. C'est quand même pas rien. Enfin, moi, pour interviewer les gens, tu vois, sur ces sujets aussi, comme tu l'as fait, ça vient nous chercher, ça apporte des informations, exactement. Ça nous bouscule, ça révèle des choses, ça c'est défait des nœuds. déstabilisant par Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait beaucoup d'infos, non, à digérer. Ça fait digérer. énormément d'infos à digérer, et ça défait des nœuds dans le corps. Parce que tu as beau savoir les choses, tant que ton corps il le comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'ai l'impression d'avoir des moments de grâce en moments de grâce. Je me souviens que j'avais été voir aussi Jeanne Ayage, Véronique Brousse, qui parlait des cellules, des mémoires cellulaires, et tout faisait un sens. Puis l'alchimie avec Patrick Brunsteinas, et puis Denis Marquet, qui est philosophe, qui parle de ce qu'est la dépression. Enfin, je sais pas, ils avaient tous des mots. J'étais là, waouh. Et c'était vraiment mon frère qui me disait, voilà, par là, par là. C'est une sacrée enquête. Hop, tu vas aller là. Il m'a emmené à Florence, il m'a emmené à Rome. Et tu l'entends, ton frère? J'entendais, c'est plus le cas depuis 2 ans. Je pense qu'il est content que je sois devenue maman. Et que je lui foutais un peu la paix aussi. Parce qu'à un moment donné, je voulais toujours plus. Je raconte dans le livre que je voulais, qu'à un moment donné, je hurlais parce que je me disais, si t'es vraiment là, fais bouger un objet. Si t'es vraiment là, pourquoi tu fais pas bouger un objet? Allez, fais bouger un putain d'objet, quoi. Fais-le. Et je devenais folle face à cette bibliothèque. Je me souvien, j'étais là, mais fais-le, que je sois pas taré, bouge-le. Et après 10 minutes... Ouais, parce que tu as besoin toujours de preuves, de plus de preuves. Tu as besoin de preuves, toujours. Mais ce qui était intéressant de cette expérience, c'est qu'après 10 minutes, il se passe rien. Je tourne le dos, je change de pièce, et là j'entends BAM! Et je reviens, et je vois la boîte qui est tombée par terre. Et là, tout de suite, le cerveau, qui met des putains de filtres, parce que le cerveau, il est fait comme ça. Oui. Attends, c'est la fenêtre. Attends, il y a un courant d'air. Non, les fenêtres étaient fermées. La porte était... Non, mais j'ai dû le noter pour être sûre de plus douter après, parce que le doute, il s'immisce toujours. Et j'ai fait non, la boîte, elle est tombée. T'étais de dos. Pourquoi? Est-ce que t'aurais peut-être pas pu l'accepter si ça tombe devant toi? Peut-être ton frère te connaît mieux que toi, et en fait, ça aurait été un trop gros traumatisme de voir cette boîte tomber face à toi. Il a fallu que tu te retournes. C'est pas les fenêtres, donc elle est tombée. Ok, Max, t'es là. Okay. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a 2 ans, ça s'est arrêté alors, ces voix? J'ai eu cette... je suis tombée enceinte. Ouais, c'est ça. Et je l'ai vu il y a 2 ans, là, une vision magnifique.
magnifique, à laquelle je pense vraiment très régulièrement. C'est très rassurant quand tu vois que tes morts vont bien et qu'ils sont bien. Mais, c'est apaisant, ouais. Ouais. Et puis j'ai compris, d'abord j'ai fait, il voit que je le vois, et c'était assez fou. Et j'ai compris qu'il avait d'autres choses à faire. Il s'adressait à quelqu'un d'autre. Parce que tu es partie aussi le retrouver dans ces espaces-temps. C'est-à-dire que tu es sortie du corps, tu t'en as vécu. J'en ai vécu une petite, mais je crois qu'il y a plein d'enfants qui vivent ça en fait. Et puis tu perds la notion. Je l'ai vécu en voulant, après avoir vu Hook ou Peter Pan, je ne sais plus lequel des deux, et je voulais voler. Mais ça partait vraiment d'un sentiment de je voulais voler. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas voler moi aussi. Et c'est parti de ça, avec la pensée positive. Et finalement, je me souviens avoir vu mon corps sur le lit. Et je me suis même dit, tiens, il y a une ampoule, comment je vais faire pour... Ah, ben elle passe à travers. Et c'est quelques instants. Mais je l'ai vécu. Et après, mon cerveau, il a mis tout de côté. Tu vois, tu reprends ta vie et tu oublies. Et c'est ça qui est hyper triste, en fait. C'est qu'il y a t'as voulu plein le de gens. rejoindre à un moment? À un moment donné, c'est une très bonne question. J'étais tellement exaltée par tout ce que je découvrais que je me suis dit pourquoi est-ce qu'on doit venir s'incarner en fait si c'est tellement bien là-haut? Pourquoi est-ce qu'on est là? En plus que jamais aujourd'hui, tu te dis mais ce monde il est fou quoi, il est fou. Pourquoi alors? Et il y a Jeanne Ayache qui m'avait dit un truc très intelligent, qui m'a dit c'est que dans la matière qu'on peut modifier les choses et qu'on peut apprendre. C'est en s'incarnant, tu vois. Ouais. C'est vraiment dans la matière. Vrai. Et donc c'est là qu'on fait nos classes. Voilà. Et cette phrase. C'est là qu'on transmute. Voilà, c'est là qu'on transmute, exactement comme l'alchimie en fait. Et donc je me suis dit ok. Et puis j'adore la vie en fait. J'adore la vie. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques. Mais il y avait de quoi être nostalgique, ouais. Ouais. Donc. Et ces instants de silence, alors c'est parce que tu en parles aussi de ces moments où. Qu'est-ce que tu en fais? Je veux dire, maintenant tu peux être avec ce silence-là, tu peux. Ça me manque. J'ai eu besoin de parler du silence parce que la mort, je l'associais quand j'étais plus jeune au noir, à la solitude, au silence. J'avais très peur des temps morts justement, du silence. Et en fait, avec Jean-Paul Dessy, qui est formidable, un homme incroyable, qui est un musicien, mais il parle du son et des silences et de la beauté du son d'une manière tellement belle que j'ai eu envie de le mettre dans le livre. Et c'est vrai que c'est dans le silence et dans la contemplation que j'arrive à me ressourcer. Et il n'y a pas d'autre manière pour moi, ouais. Tu vois. Et ça a été vraiment comme il t'en parle, mais comme une initiation, une mort toi-même que tu as vécue. Il y a une partie de toi qui est morte pour renaître. Et c'était une nouvelle Stéphanie, clairement. Ma peur de la mort est morte. Ouais. Et ça, c'est plutôt assez agréable pour la suite de ta vie. Ouais. Tu te sens encore plus vivante, je suppose. Tu te sens plus chanceuse, chanceuse. Tout le temps chanceuse. Et avoir peur de la mort, ça te freine dans plein de trucs en fait. Ouais. Puis on l'a tous, hein. Si on ne la travaille pas, je pense qu'on l'a tous. Je crois qu'on l'a tous. Après, j'ai pas envie de mourir, hein. Surtout maintenant que je suis maman, j'ai vraiment pas envie. Mais peur, non. Peur, je pense que j'aimerais bien vivre vieille très longtemps, mais c'est quand même très agréable de ne plus avoir peur de la mort. Et c'est ce que j'espère pouvoir apporter avec ce livre aussi, parce qu'on est plein, comme tu dis, à avoir peur de la mort, à peut-être un petit peu, un peu de baume au cœur, en tout cas là-dessus aussi, tu vois. Parce que en tout cas, tu nous invites à transformer notre relation à la mort, notre vision de l'invisible, de l'au-delà. C'est un magnifique témoignage que tu fais là. C'est gentil. Fallait oser. Gentil. Mais c'est gentil. Alors j'ai aussi fait un chapitre qui était important pour moi sur les dangers de l'invisible, parce que ça reste quand même important d'être prudent. T'as vu des moments où ça dérapait? Mon frère, je voyais qu'il est... Oui, mais toi-même dans ta quête? Non, pas chez moi en fait, parce que j'avais eu la leçon de mon frère, donc chaque fois... Mais Pierre Yonat, qui est le seul médium que j'ai voulu rencontrer, que j'aime énormément, que je trouve fantastique, plein d'humilité, vraiment un homme très bon, lui il dit très justement, si t'es pas ancré, tu peux pas t'élever, quoi. C'est vraiment, ça va ensemble. On a l'impression que non, c'est plus tu es ancré, plus tu peux t'élever. Et ça c'est quand même hyper intéressant.
Mais c'est vraiment les leçons qui arrivent à beaucoup d'entre nous Oui. là en ce moment, j'ai l'impression. On se rend compte que c'est pas là que ça se passe. C'est dans On doit l'ancrage. créer des racines. Ouais, c'est vrai, c'est ça, des racines. Et Parce Patrice qu'il Van n'était pas, Hersel, il était pas ancré, ouais, ton frère, c'est ça. non, il manquait d'ancrage. Je le voyais bien, il était tout maigre, il était plus dans son corps, il était trop. Le danger, ouais. Voilà, voilà, mais après, ouais, ça c'était le défaut qui lui a coûté la vie entre guillemets. Donc quand tu parles de danger, ça serait quoi alors pour toi les différents points où il faut être vigilant? Moi, Le discernement, c'est sûr, mais Le discernement, bien sûr, mais déjà moi, j'ai l'impression que les enfants ont beaucoup de capacités. Donc déjà, s'ils peuvent être reconnus là-dedans. Après, je dis ça, mais ma fille, elle a 18 mois, donc je n'ai pas encore le recul pour ça. Mais j'entends quand même beaucoup d'enfants dire des choses très intéressantes et qui ne sont pas forcément écoutés par leur entourage. Ils voient des gens, ils communiquent avec des petits... ouais. Tu vois, il y a plein de choses à ce niveau-là je crois, à Ils ont l'air quand même travailler, plus tu à vois. l'aise les petits bouts par rapport à nous. Il y avait peut-être encore un décalage Oui, là. ça c'est vrai, t'as raison. On sent qu'il y a quand même plus de facilité à parler de ces sujets. Ça c'est sûr, mais il On faut a qu'ils gardent débroussaillé ça, un petit tu peu vois. plus. Hein, Il faut qu'ils gardent ce truc, ouais, tu ouais, vois. c'est clair. Il faut pas que ça parte... Mais bon, là, j'ai vraiment, je suis... je sais pas encore, je connais pas encore le sujet par rapport aux enfants. Mais par rapport à ton frère, tu l'as vu et Oui, je l'ai vu. que d'explorer la spiritualité, ça peut aller très loin aussi et ça peut amener au suicide pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes, ça peut. C'est une réalité. C'est une réalité. Il en parle, j'ai interviewé Jacques Mabi, qui est un incroyable chaman qui vit au Pérou et qui voit les dégâts aussi de l'invisible. Oui. Quoi, tu vois, il dit il faut être prudent, il faut être prudent. Il faut être prudent. Mais je n'ai pas de leçons à donner par rapport à ça parce que Mais c'est un témoignage que tu fais. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages forts que tu veux faire passer? S'il y en avait 3 importants messages à faire passer au travers de ton livre, ce seraient lesquels? J'adore je sais pas si j'ai un message, mais j'aime beaucoup cette phrase de Chardin qui dit nous ne sommes pas Des êtres, des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. ouais. Je l'aime bien cette phrase. En ce moment, je sais pas, elle me... C'est comme ton mantra. Ouais, tu Vivement. vois, Ouais. elle me console, elle m'inspire, j'aime bien. Après, des messages. Ben, finalement, je parle beaucoup d'amour dans le livre, en fait. C'est toujours un peu bateau quand on dit l'amour, mais Ouais, mais à un moment, ça devient palpable, l'amour. voilà, ça devient palpable. Et puis c'est la seule chose finalement qu'on retient, je pense, l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on donne. Et on est dans une époque toute particulière où je crois que là, on doit être très exigeant, responsable. Parce Intègre. Intègre, t'as raison, intègre. C'est hyper important parce que sinon... Et puis dès qu'on a un peu de chance, comme c'est mon cas, comme c'est peut-être ton cas, on doit garder un cap pour les gens pour qui c'est vraiment très dur, tu vois. Et être là pour eux parce que voilà, moi je crois que les chanceux de cette terre doivent aider, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors œuvrons. Œuvrons. Oui, comme tu as osé faire ce livre. Non, mais c'est vrai. Je Dans le sais coup, pas, c'est je courageux. sais pas si j'œuvre, mais en tout cas, je me dis que ça peut peut-être aider. Non, mais j'espère que ça pourra aider certaines personnes pour qui voilà, c'est difficile. Le deuil est difficile, la mort est difficile. Le Papillon d'Or aux éditions Animae, qui est une nouvelle ligne éditoriale de Le Duc. Ouais. Parce que je m'apprends à le dire, tu vois, c'est nouveau. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à toi Lilou, merci beaucoup. Hein. Merci pour ce beau moment et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, Le Papillon d'Or de Stéphanie Créancourt. Au revoir.